on a 300 mètres carrés à peu près dédiés au design. Donc l'objectif, c'est que l'agence, on essaye de vraiment de s'intégrer dans cet écosystème-là et de proposer plusieurs salles qui vont être dédiées au design. Donc on a un studio photo avec nos partenaires 13 grammes qui sont présents aujourd'hui. On a des salles de co-créativité, on va avoir des salles de tech shop. Voilà, on va essayer de travailler vraiment, d'avoir cette place dédiée au design sur Marseille. Pourquoi on a voulu faire ça? C'est parce que c'est coupé. Parce que du coup, la notion d'atrium, ça vient de l'époque romaine, et du coup, c'était la place centrale un petit peu de la vie romaine. Et du coup, on a voulu reprendre cet esprit-là pour essayer de fusionner en fait les utilisateurs, les citoyens, les entreprises, les grandes entreprises, PME, start-up, et de les faire vraiment se rencontrer dans notre lieu. On vient d'avoir récemment le label SudLab avec la région PACA, qui permet de valoriser un petit peu ce genre de démarche sur la région. Et donc du coup, on veut aussi vous partager avec vous ces événements. Et donc du coup, il y aura les événements pastis.design, mais il y aura d'autres événements aussi pour pouvoir vraiment faire en sorte que toute la communauté se rencontre dans ce lieu. Donc on va parler un petit peu du design. Donc partir de la base. Donc moi j'ai fait une école de design sur Marseille. Et en fait, quand on est dans les formations dans le design, en fait, on parle beaucoup de grands designers qui sont souvent des grandes stars. On apprend beaucoup en fait de modèles qu'on a identifiés en tant qu'étudiant. Et donc, par exemple, on entend parler de Raymond Lévy, qui est un illustrateur qui est assez connu puisqu'il a fait le logo de LU, il a fait le logo de Coca-Cola, il a travaillé sur les paquets aussi de cigarettes Lucky Strike. Et donc du coup, souvent quand on parle de l'illustration, on a identifié des grandes personnes. Donc du coup, on identifie très facilement Raymond Lévy. On identifie aussi Ray et Charles Eames qui eux travaillent plutôt sur la partie design industriel. Ils ont fabriqué pas mal de chaises et de mobilier qui sont assez reconnus dans le monde aujourd'hui. On identifie également, et on voit pas son nom, Roger Talon. Est-ce que quelqu'un connaît Roger Talon? Oui. C'est quoi la blague? Roger Talon qui est un designer français et il a été notamment décoré et reconnu pour avoir designé le TGV au début du TGV. Et dernière grande figure, Douglas Engelbart, qui lui a inventé, donc il est ingénieur et designer, et il a inventé la souris. Et en inventant la souris, il a travaillé aussi sur l'interface homme-machine, et donc du coup toute la relation digitale qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît de plus en plus dans nos vies. Donc du coup on voit un petit peu à travers ces 5 grands personnages, on voit différents champs du design, on voit l'illustration, le design produit, le design industriel à grande échelle, et le commencement aussi de l'ère informatique, toujours par le prisme du design produit. Et donc du coup, c'est vrai que en général aujourd'hui, quand on parle de design, on est quand même on identifie assez facilement à des grands designers. Et du coup, ces grands designers-là ont travaillé sur le produit ou sur l'illustration. Et du coup, on assimile assez rapidement en fait le design à ce type de sujet. Et donc du coup, en fait, pour l'inconscient, c'est que du coup, derrière tout produit, il y a un designer. Et donc du coup, on se dit, il y a un grand nom. Et aujourd'hui, on le voit encore avec des gens comme Stark, où du coup, c'est des grandes figures aujourd'hui du design en France. Et du coup, on identifie facilement le design à des grands acteurs. Et pourtant, le design, c'est pas que le design produit. Et aujourd'hui, il y a énormément de champs du design qui existent. Donc on peut parler du design d'espace, du design management, du design sensoriel, de l'illustration. Et en fait, tous ces champs du design aujourd'hui commencent à cohabiter et à travailler ensemble. Un designer peut potentiellement utiliser plusieurs champs du design dans son travail, mais aussi travailler avec d'autres designers. Et ces compétences-là, il y en a de plus en plus et se grandissent de plus en plus. Aujourd'hui, on commence beaucoup à parler de UX design, UI design, qui sont des nouveaux champs du design qui commencent à apparaître. Et donc, du coup, c'est vrai que ça commence à avoir une multitude de champs du design. Et du coup, on est complètement perdu. Parce que dans notre référentiel, on était sur un designer produit. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand on commence à se présenter en tant que designer, en disant, ben voilà, moi, je suis designer
éco-designer, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail au quotidien? Quand je suis designer, quand j'utilise le design management, mais ça veut dire quoi? Et donc du coup, on commence vraiment à perdre l'ensemble des utilisateurs. Et du coup, ça commence à vraiment être une galaxie qui est un peu compliquée. La semaine dernière, on était à Lille. Et donc du coup, on a découvert le V-Lille. Petit jeu de mots. Et donc, est-ce que vous reconnaissez quel type de vélo c'est? Qui c'est qui a dit? Décathlon. Ouais. Ils sont à Lille aussi. Ils sont à Lille, ouais. Ouais. Ils ont leur centre de recherche et développement dans l'Est, mais à Lille. C'est ça. Donc là, c'est le Between qui est pliable. Donc du coup, on n'a pas ce genre de produit sur Marseille. On a un vélo un peu tout-terrain, bien robuste, qui résiste à tout, qui est très lourd à porter. Et donc du coup, c'est intéressant, c'est que par contre, ce produit-là, finalement, personne ne connaît le designer qui a travaillé sur ce produit. Sûrement, oui, j'imagine. Mais c'est surtout que c'est une équipe qui a travaillé derrière, sur la conception du produit, mais ça, on reviendra derrière. Et donc, en fait, on se rend compte que V-Lille, c'est un service, c'est pas juste un vélo, même si c'est lié à un vélo, et du coup, on commence à arriver sur des notions un peu plus complexes dans la conception du design. Et donc, du coup, on n'est pas juste à fabriquer un produit qui est art, mais un produit qui va être utile auprès des utilisateurs. Quand je vous montre cette image, à quoi vous pensez? Est-ce que ça vous évoque une expérience? Pas tous à la fois. C'est rentrer bourré en vélo en fin de soirée. C'est une expérience, effectivement. De quoi? Ouais, c'est un peu relou, ça donne envie de jeter le vélo. C'est ça, dans le Vieux-Port, ouais, des poissons, ils sont pas cons. Bon, en tout cas, pour moi, c'est juste un vélo et une borne qui est dans une ville et qui prend de la place et qui est un peu imposant, qui est en plus très visible. Toujours la marque Between, la marque de Decathlon qui est présente sur l'ensemble des vélos. Et est-ce que ça vous représente quelque chose? C'était ce matin, en allant à The Camp. C'est mieux. Là aussi, on vit une expérience qui est quand même assez négative. Donc là, ici, on est sur un produit qui est en ville, qui est installé en ville. Il n'y a pas vraiment d'expérience en tant que telle. Mais ici, on vit une vraie expérience. On est dans notre voiture et on est énervé parce qu'on va être en retard. On parle de la mobilité douce sur l'image du Between. Complètement. Alors que là, c'est... Multimodal. Ou multimodal, exactement. Alors que là, on parle d'une mobilité vintage. Dure. Et donc, ce qui est intéressant avec l'exemple de Decathlon, c'est que d'un côté, ils se sont dit, on va travailler sur le vélo qui est le design produit pour des usages, mais en utilisant notre même produit, en utilisant V-Lille, du coup, ça va être sur d'autres usages. Et du coup, on va vivre d'autres expériences. Quand je vais acheter mon vélo en magasin Decat, que je vais aller faire ma randonnée du dimanche, du coup, je vais vivre une expérience d'espace, de nature, et donc du coup, je vais vivre quelque chose de différent avec le rapport avec mon produit. Par contre, avec le V-Lille, pourtant qui est le même produit, je vais vivre une autre expérience. C'est une expérience de mobilité pour pouvoir me déplacer rapidement en ville et de pouvoir bénéficier finalement aussi, je crois que c'était à 0 € leur abonnement, ou pas cher, ou 1 €, un peu comme à Marseille, c'est vraiment pas cher. Du coup, ça permet de rendre accessible cette mobilité. Ah ben voilà, c'est 24 € par an, ouais, c'est ça. Donc pas 0 €. Mais du coup, c'est pas cher par rapport à la voiture et par rapport à la mobilité, donc ça permet de désengorger aussi les villes. Mais pourtant, on voit que les deux produits coexistent. Et ces deux produits aujourd'hui, on n'a pas finalement le nom du designer qui signe le produit. Et pourtant, c'est des produits qui sont toujours finalement qui font partie de notre quotidien et qu'on n'a pas forcément conscience finalement que derrière, il y a toute une équipe en fait qui va travailler sur ce service. Et quand on parle de service, on parle d'une multitude de points de contact avec les utilisateurs. On parle, par exemple, quand on veut aller sur V-Lille, il faut qu'on ait notre site internet, il faut peut-être qu'on ait un pass pour pouvoir déverrouiller notre vélo par rapport à la borne. Il y a le vélo qui est un produit aussi.
Il y a l'application mobile pour pouvoir géolocaliser l'ensemble de mes bornes, pour pouvoir savoir où est-ce que je vais positionner mon Vélib dans quel quartier je me trouve. Mais si j'ai un problème à un moment donné, que je crève ou que la chaîne déraille, je vais avoir aussi un service de hotline. Donc ce service de hotline, du coup, il y a des opérateurs téléphoniques qui sont derrière. Et on a aussi la maintenance pour pouvoir réparer et pouvoir charger l'ensemble de nos vélos. Et donc on se rend compte que finalement d'un produit qui a l'air si simple, qui est le vélo qu'on peut acheter en magasin pour partir dans nos grands espaces, et bien on complexifie le même produit, mais à travers un service beaucoup plus complexe avec différents points de contact. Et l'utilisateur va finalement vivre une expérience aussi tout le long de son parcours. Et ça, aujourd'hui, c'est pas juste le designer qui va réfléchir à comment fonctionne une hotline, comment fonctionne un service de maintenance. Il va s'entourer en fait de compétences extérieures ou d'autres designers pour pouvoir créer une vraie expérience auprès des utilisateurs. Donc, à plusieurs, on est meilleur parce qu'on peut délivrer un meilleur service. Donc, du coup, on change de paradigme. En fait, à la place de derrière tout produit, il y a un designer. On est de plus en plus dans une société où derrière tout produit, maintenant, on a une équipe et une équipe qui est complexe. Et une équipe qui peut vite partir en vrille finalement parce qu'avec différentes expertises, différents points de vue. Et donc du coup, pour faire tout ça, le designer aujourd'hui se pose la question, finalement, quel est mon rôle dans la conception de produit? Est-ce que c'est juste mon coup de crayon qui finalement va être valorisé, le nom que je vais apposer sur mon produit? Certains designers encore le réalisent. Par exemple, le designer Oreito, qui est marseillais, a designé le métro de Marseille, qui va arriver en 2024, normalement, si tout se passe bien. C'est à Marseille. C'est juste de l'habillage. Hein. C'est de l'habillage, effectivement. Mais il y a 3 choix possibles. C'est ça, il faut aller voter. Vous pouvez d'ailleurs participer à l'habillage du métro marseillais en allant sur la métropole, le site de la métropole, et vous pouvez choisir le design du métro que vous voulez avoir dans votre ville. Donc on commence à avoir un petit peu des systèmes participatifs par rapport à la conception. Mais du coup, ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est que le produit qui a été designé finalement par Oreito, qui est une grande marque en termes de design, a signé en fait son œuvre. Et donc du coup, c'est là où du coup on a encore le parallèle entre le designer qui est œuvre, le designer produit qui est œuvre, et le designer finalement qui va travailler dans un écosystème pour pouvoir délivrer un service. Pour info, Oreito a été également commissionné par la ville de Marseille pour réaménager la place Castellane. Ouais, c'est ça, avec le tram et effectivement. Ouais. Donc c'est un ensemble en fait. C'est une brique qui a été complètement. C'est toute la mobilité finalement qui va être travaillée entre le tram, le métro, et d'essayer de créer une union, une unité sur l'ensemble du parcours pour les utilisateurs. Effectivement. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais j'imagine qu'il ne travaille pas tout seul, il doit travailler avec les équipes d'Alstom, il doit travailler avec les urbanistes. Même si lui, il intervient en tant qu'artiste finalement, auteur, dans son design, il apporte aussi finalement son expertise et il va s'intégrer dans une équipe pour pouvoir délivrer son projet. Et donc le designer possède des méthodes, des méthodologies qu'on va pas forcément étaler aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est surtout sa mentalité. Et c'est ça en fait sur le renouveau du design aujourd'hui dans les mentalités, c'est que du coup, il va apporter une nouvelle approche dans la conception de projet par rapport à ses équipes. Premier point, il va donner une priorité aux gens, aux utilisateurs. Il va essayer d'aller à leur rencontre, essayer de comprendre leurs besoins et essayer d'être plutôt dans le rapport avec l'humain et être moins sur une œuvre artistique. Donc du coup, il va vraiment essayer de comprendre vraiment les besoins pour pouvoir après adresser le meilleur produit possible. Et ça, il va essayer de le véhiculer aussi au sein de l'équipe. Il va être finalement le porte-parole de cette méthodologie auprès de l'équipe. Et donc, du coup, c'est lui un petit peu qui va chahuter les équipes en disant vous avez pensé aux utilisateurs? Oui, non. Et donc, ça va revenir souvent sur le devant de la scène. Il va être aussi poussé par la curiosité. Donc, poussé par la curiosité, c'est qu'il va poser plein d'interrogations. Il n'est pas sachant. Donc, du coup, il va aller s'appuyer sur d'autres expertises pour vraiment comprendre comment fonctionnent les différents experts avec qui il va travailler pour faire en sorte que ça fasse une union et une cohésion dans le projet.
il va être ouvert à la complexité, c'est-à-dire que d'une chose qui paraît simple à l'usage, ben lui derrière il va mettre en œuvre tout un système complexe et tout un parcours. On le voit avec notamment Velil où finalement c'est un système assez complexe d'interaction humaine entre plusieurs acteurs. Et finalement en tant qu'utilisateur, un mec bourré qui rentre de sa soirée, il va pouvoir prendre son Velil, rentrer chez lui en presque sécurité ou se casser la gueule. Et pourtant, c'est assez facile pour l'utilisateur. Et donc, du coup, ben, c'est aussi le rôle du design de pouvoir rendre quelque chose d'assez complexe, simple pour les utilisateurs. Il est là aussi pour pouvoir visualiser, pour pouvoir montrer. On a parlé tout à l'heure de design, de management du design. Et donc, du coup, c'est aussi d'essayer de travailler. On rigole, on se moque souvent des designers qui utilisent souvent leurs post-it, qu'ils en mettent partout. D'ailleurs, un peu partout aussi chez nous. Mais du coup, c'est vrai que c'est parce que le fait de pouvoir visualiser, de pouvoir montrer, de pouvoir rapidement faire aussi un dessin, un croquis, ça permet aussi de mettre toute l'équipe en cohésion autour d'une idée et ça permet aussi d'aller plus facilement vers une solution ou une hypothèse de solution tous ensemble sans forcément rédiger des pavés de texte ou des rapports. Voilà, ça permet aussi son coup de crayon finalement va être utilisé pour le bien du projet par rapport à comment rendre simple finalement des idées qui paraissent plutôt complexes avec juste le dessin. Et dernier point, il est aussi dans l'expérimentation et l'itération. Et du coup, je fais une petite introduction pour la conférence juste après, parce que du coup, le designer va aussi construire beaucoup de prototypes, va tester, va voir si ça fonctionne auprès des utilisateurs, va essayer de comprendre s'il y a des points de blocage. Souvent, va tester avec de la matière. Aujourd'hui, on parle beaucoup de digital où on fait des maquettes sur des applications, mais quand on travaille sur du produit ou du prototype, on peut utiliser pas mal de supports. Et je te laisserai, je pense, expliquer cela plus facilement tout à l'heure. Donc voilà, vraiment retenir que c'est un nouveau paradigme, un nouveau paradoxe pour les utilisateurs, pour les designers, qui est de se dire ils essaient de se transformer, ils sont plus forcément des artistes auteurs, ils sont plutôt là pour essayer de servir le projet et d'essayer d'accompagner une équipe dans la construction la plus cohérente avec leurs méthodologies qui sont issues du design, mais surtout avec leur mentalité, leur philosophie. Et c'est ça que je pense qui était intéressant de partager avec vous ce soir.